Donc tout d'abord, bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire organisé par le Pôle Éco-Conception en partenariat avec l'ADEME. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samuel Maillard, le directeur du Pôle Éco-Conception. Alors, le Pôle Éco-Conception, c'est le centre d'expertise nationale sur la performance du cycle de vie. Donc, on est une association d'industriels et justement, l'objet, c'est d'accompagner les organisations dans leur performance globale par l'intégration du cycle de vie. Et on le fait selon 3 leviers. La pensée cycle de vie comme vecteur d'innovation, l'évaluation du cycle de vie pour s'assurer qu'on ne fait pas de conneries, et puis le management du cycle de vie pour mettre en œuvre et accompagner justement dans le changement, parce qu'on estime que les outils et les méthodes existent. Alors aujourd'hui, c'est un peu particulier. On va traiter de quelque chose qui est un peu réglementaire. Alors, comme vous le savez, il y a beaucoup de réglementations qui arrivent sur les produits en Europe et en France avec les lois AGEC, etc. Et justement, on voulait traiter d'un aspect qui est plus au niveau européen. Alors, pour rappel, on a déjà une directive européenne sur l'éco-conception des produits qui est plutôt liée aux produits consommateurs d'énergie en phase d'utilisation, qui date déjà de 2009 et qui fait un peu référence à l'échelle européenne. Sauf qu'en mars 2022, la Commission européenne a adopté une nouvelle proposition de réglementation visant à la remplacer. Et dont l'objectif, c'est de viser justement des exigences particulières, spécifiques en matière d'éco-conception qui sont un peu nouvelles et sur l'ensemble des produits mis sur le marché européen. Et donc, on voulait avoir un petit éclaircissement là-dessus au pôle éco-conception pour nos adhérents. Et c'est pour ça qu'on a mandaté Thomas Felpin, qui est avec nous aujourd'hui, qui est ingénieur éco-conception au pôle éco-conception et qui a rédigé justement une note à ce sujet pour nos adhérents, qui est celle que vous voyez là tout de suite. Et peut-être Thomas, un petit bonjour, est-ce que tu peux te présenter pour nous dire qui tu es, parce que tu ne connais peut-être pas encore tout le monde. Bien sûr, merci Samuel, bonjour à tous. Effectivement, je suis Thomas Felpin, ingénieur d'études au pôle éco-conception. Moi, je travaille sur différents sujets d'accompagnement des entreprises, avec notamment un axe un peu sur l'analyse de cycle de vie. Puis je travaille aussi sur la recherche, certains sujets un peu soutien. Donc notamment ce travail que j'ai pu réaliser sur un peu l'étude de l'évolution de la réglementation européenne sur le sujet de l'éco-conception et voir un peu aussi le lien avec ce qui se passe au niveau français. Merci. Alors justement, Thomas, on lui a demandé, parce que la réglementation, vous verrez, elle n'est pas encore sortie, mais on s'était dit que c'était quand même bien de la suivre pour savoir quelles orientations elle allait prendre pour se préparer à tout ça. Et il n'a pas fait ça tout seul, hein. Tu as consulté un certain nombre d'experts pour rédiger ce document. Tout à fait. Tu peux effectivement, nous les présenter? Bien sûr. Alors l'occasion de les remercier aussi. Donc effectivement, on a interviewé plusieurs personnes pour nous aider dans ce travail de recherche. On a travaillé avec Édouard Carteron, alors qui à l'époque travaillait chez Ecosystem, qui maintenant est chez Maobi, mais qui est expert en éco-conception et économie circulaire et qui a notamment travaillé dans certains groupes de travail sur ces sujets-là au niveau européen. On a interviewé Sébastien Zink, qui est ingénieur en R&D et économie circulaire à l'Institut de sciences et de technologie du Luxembourg et qui, dans le cadre de ses recherches, travaille aussi directement en lien avec les mesures qui sont prises au niveau européen sur ces sujets-là. Et puis David Polverini, qui lui travaille au sein de la Commission européenne. Donc on a pu l'interviewer parce qu'il travaille aussi sur la mise en œuvre justement de cette directive éco-conception dont on va parler juste après. Alors, je vois qu'il y a pas mal d'anciens de chez Steelcase, là, au moins les 2 premiers, mais c'est pour d'autres fonctions qu'ils ont été interviewés. Alors, juste un rappel, parce qu'on me le demande, sur le webinaire, on va vous faire une présentation. Thomas va vous expliquer un petit peu ce qu'il en a compris. Donc, vous pourrez échanger. Donc, pour ceux qui connaissent, il y a un chat avec des questions. On prendra des questions au vol et puis on prendra un petit temps à la fin pour discuter, si vous voulez prendre la parole sur des points particuliers. Amener éventuellement des ajouts pour ceux qui auraient des informations, parce que comme vous l'avez compris, c'est une période un peu de transition sur septembre. On en discutera tout à l'heure. Et bien entendu, on vous enverra à tous le diaporama et on mettra en ligne la vidéo pour ceux qui n'auraient pas pu le suivre ou qui aimeraient la partager avec d'autres personnes de leur entreprise. Mais avant de commencer tout ça, moi j'aimerais bien, Thomas, si tu peux nous rappeler un peu on parlait tout à l'heure de la directive de 2009 applicable sur les produits consommateurs directement et indirectement. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ce qu'il en est sur ces points-là?
Oui, tout à fait. Donc effectivement, tu l'as dit, la directive, elle date de 2009. C'est ce qu'on appelle la directive 2925 CE. Parfois, on parle de directive éco-conception, directive éco-design en anglais. Donc en fait, c'est une directive cadre qui est vraiment le chapeau au niveau européen de ce qui se fait en termes d'éco-conception sur les principales exigences. Et c'est notamment une directive qui est liée aux produits consommateurs d'énergie. C'est pour ça que parfois, on entend aussi parler de directive ERP pour Energy Related Product. Donc en fait, elle concerne tous les produits qui, durant leur phase d'utilisation, ont un impact sur de la consommation d'énergie, que ce soit de la consommation électrique, comme certains appareils électroménagers, ou de la consommation par exemple, de chaleur, la consommation thermique. Donc tous les équipements, par exemple, de radiateurs, de climatisation sont aussi pris en compte dans cette directive-là. On va voir juste après un peu ce qui est concerné. Alors c'est une directive, donc ce qui veut dire que derrière, elle doit être appliquée par des règlements spécifiques, par catégorie de produits, par secteur un petit peu. Et donc, par exemple, pour illustrer, on a un règlement d'application, par exemple, sur les radiateurs, ou par exemple, on a un certain nombre de mesures d'obligations sur des fonctions, par exemple, sur le fait d'ajouter des fonctions qui permettent de programmer le dispositif, qui permettent de vérifier s'il n'y a pas des fenêtres ouvertes, s'il y a une présence dans le logement, par exemple. Donc voilà un petit peu. Donc on va être surtout sur des exigences de type efficacité énergétique, c'est-à-dire on va travailler sur la réduction de la consommation énergétique des produits. Alors aujourd'hui, la liste des produits qui sont concernés, vous la voyez ici devant vous, vous voyez que c'est une liste assez large. On va à la fois de l'éclairage, des radiateurs, des réfrigérateurs, des appareils de cuisine, etc. Donc c'est quand même, ça touche des notions assez larges. Et en parallèle de ça, en fait, on a aussi du coup ce qu'on appelle les étiquettes énergie. Je pense que pour la plupart, on voyait de quoi il s'agit. C'est ces étiquettes avec des notes de A à F, G, etc. qui permettent de mesurer un peu la consommation énergétique de l'équipement. On le voit notamment sur les réfrigérateurs, les machines à laver quand on va dans les magasins en fonction. Donc vous voyez aussi en parallèle les catégories de produits qui sont concernés aussi par cet étiquetage énergétique. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc ça, c'est des produits qui sont concernés pour le moment par cette directive et pour lesquels il y a déjà des règlements d'application. Il faut savoir que cette directive-là, elle évolue aussi, notamment parce qu'on appelle des plans de travail, des working plans. C'est-à-dire que tous les 2-3 ans, ça varie. Souvent aussi, c'est précédé d'études qui sont menées, qui en fait vont regarder les produits qui sont déjà concernés et voir si il n'y a pas de nouvelles exigences à apporter ou une modification dans ces exigences-là. Ils vont aussi regarder si il n'y a pas de nouveaux produits à intégrer dans le périmètre de la directive, puisque pour l'instant, on a vu qu'il y avait une liste définie, mais il y en a encore d'autres qui sont en cours de discussion. Donc là, actuellement, on est dans le plan de travail 2022-2024. Donc on est en plein dedans, précédé par une étude environnementale en fait qui permet justement de mesurer un petit peu où sont les impacts dans les produits, quels produits devraient être ciblés prioritairement, et donc arrive avec de nouvelles mesures et de nouveaux axes de travail. Donc il y avait notamment le sujet de la remise à niveau des étiquettes énergie, justement, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on se retrouve souvent maintenant avec des produits qui sont plus performants par rapport à l'origine, et donc on a des produits qui se retrouvent en A++, ça devient compliqué de s'y retrouver, il y a un peu des plus partout. Donc l'idée, c'est de revenir justement à des niveaux un peu plus corrects pour revenir aux lettres de base A, B, C, D. Donc il y a un travail qui est en cours là-dessus, et puis aussi la finalisation des travaux sur les téléphones portables et tablettes. Donc ça, on va le voir juste après, parce que justement, la commission a communiqué dessus, a sorti une première proposition de règlement par rapport à ça. Donc voilà, sur les travaux qui sont en cours, j'aurais pu parler aussi de travaux sur de nouvelles exigences au niveau des panneaux solaires ou aussi sur les pneus. Et puis, on parle de ça aussi, des nouveaux produits qui ont été identifiés comme potentiels candidats pour être intégrés dans la directive. Donc, on parle par exemple des émetteurs basse température, des appareils de blanchisserie professionnels, les lave-vaisselle professionnels également, tout ce qui est lié aux alimentations externes universelles et les chargeurs de véhicules électriques. Donc ça, c'est ceux qui ont été identifiés dernièrement, mais il y a à chaque plan de travail des nouveaux produits qui sont identifiés, qui ne font pas toujours l'objet de réglementation. Ça dépend un peu de ce qui se passe dans les travaux. Il y a notamment les ascenseurs, les sèche-mains, les panneaux solaires, les bouilloires qui ont déjà été étudiés, donc ils sont aussi potentiellement concernés dans le futur par cette directive. Alors, Voilà. Thomas, ce que je comprends, c'est qu'ils ont le scope de produits a évolué, des produits directement consommateurs à des produits indirectement consommateurs en phase d'utilisation. Et avec un focus plus ou moins mono-étape, efficacité énergétique sur la phase d'utilisation, avec des seuils, etc., qui ont été demandés par catégorie de produits. Est-ce que toi, dans ces évolutions de cette directive, tu as vu aussi une évolution justement sur ces critères? Est-ce que ça a commencé à s'ouvrir sur d'autres étapes du cycle de vie ou pas? Est-ce qu'on sent quelque chose sur la révision de la directive existante? Oui, tout à fait. Donc effectivement, on est toujours dans le cadre de la directive existante, mais depuis un moment, on commence à sentir justement une évolution.
tu l'as dit, hein, à la base, elle était très centrée sur ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, hein, sur cette phase d'usage, sur la réduction de la consommation. Donc ça, c'est depuis la création en 2009. Mais en fait, petit à petit, on sent une tendance qui va vers ce qu'on appelle l'efficacité de matière. Donc ça va être le fait de vouloir boucler les flux, de limiter la consommation de matière, donc de jouer sur tout ce qui va être le recyclage, la durabilité des produits, etc. Donc on le voit en fait dès 2015 avec une demande de normalisation de la Commission européenne qui a justement mandaté les organismes SNCF pour établir des normes qui vont établir des indicateurs d'efficacité matière. Donc ce que je disais sur la recyclabilité, la durabilité, etc. On va y revenir tout à l'heure parce que c'est les indicateurs en fait qu'on retrouve aujourd'hui un petit peu partout derrière ces notions-là. Donc il y a cette demande de normes qui est faite en 2015, le plan de travail qui s'étale de 2016 à 2019 qui prend justement en compte ces indicateurs-là et qui commence à réfléchir à comment les intégrer. Et en fait, à partir de 2019, on a une vraie tendance où dans les règlements d'application justement spécifiques par secteur, on commence à voir ces exigences d'efficacité matière voir le jour à partir de 2019. Donc on voit que cette tendance se confirme vraiment. Et un exemple assez marquant, je vous en parlais tout à l'heure, on vous disait qu'il y a une application, un règlement d'application qui a été proposé par la Commission sur le téléphone portable et tablette, effectivement en août 2022, donc c'est assez récent. Ils ont publié ce projet de réglementation, donc qui s'inscrit toujours dans la directive éco-conception, mais en fait on voit quand on regarde un petit peu dans le détail que les principales exigences qui sont mises en avant justement au travers de cette communication, c'est les aspects de réparation et réutilisation, de fiabilité, de marquage de certains composants qui vont notamment faciliter la fin de vie, et des exigences pour la recyclabilité. Donc on est toujours dans cette directive actuelle, dans cette directive qui à la base concernait les produits consommateurs d'énergie avec cette efficacité énergétique justement, mais en fait on voit que plus ça va, plus on va vers ces indicateurs d'efficacité matière. Voilà, c'est une vraie évolution aujourd'hui qu'on voit apparaître. Mais finalement, quand tu parlais d'un nouveau règlement, qu'est-ce qui va apporter, est-ce qu'il va apporter quelque chose en plus, ce qui va être différent et pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est un nouveau règlement, hein, c'est pas une évolution, une mise à jour de la directive. Est-ce que tu as pu avoir des éléments aujourd'hui sur ce point-là? Ouais, complètement. Justement, effectivement, donc là, voilà, on le disait, la directive actuelle, elle était vraiment portée sur l'efficacité énergétique, mais elle a une évolution où on constate que petit à petit, elle va vers l'efficacité matière. Ce nouveau projet de réglementation qui a été proposé, donc du coup adopté le 30 mars 2022, lui, il fixe vraiment cette tendance, cette orientation vers l'efficacité matière dès le départ. C'est vraiment inscrit dans l'objectif de ce règlement. Donc déjà, on passe effectivement d'une directive de 2009 à effectivement cette réglementation de 2022. Donc, c'est ensemble une proposition qui s'inscrit dans la logique du Green Deal et de l'économie circulaire. Donc, déjà, on voit cette tendance avec l'économie circulaire de boucler les flux, d'aller vers cette efficacité matière. Et surtout, le point très important que va apporter ce règlement, c'est le fait qu'il va s'appliquer à l'ensemble des produits mis sur le marché européen. Et ça, c'est une grosse différence par rapport à la directive actuelle qui s'appliquait donc aux produits consommateurs d'énergie. Là, maintenant, cette réglementation, elle va s'appliquer à l'ensemble des produits mis sur le marché, donc que ce soit un fabricant ou un importateur du produit. Avec, voilà, on retrouve, quand on regarde un peu dans le détail, ces exigences sur de la durabilité, la réutilisation, la réparabilité. Voilà, on retrouve toujours un peu ces notions d'efficacité matière. Donc, pour refaire rapidement un peu l'état des lieux, l'avancement un peu de ce projet de réglementation, il a démarré en 2020. En fait, il y a eu une première période de contribution où les parties prenantes ont pu un peu donner leurs avis sur ce projet-là. Donc ça, c'était de septembre à novembre 2020. Donc la commission a pu du coup travailler par rapport à ça sur un premier projet. Donc il y a un travail qui a été fait, puis suivi du coup d'une période de consultation en 2021. Donc là, pareil, les parties prenantes ont pu donner leurs avis. Et puis à l'issue de ce nouveau travail-là, la commission donc a adopté la proposition le 30 mars 2022. Donc là, il y a eu, du coup, à la suite de ça, là, en début d'année, une nouvelle période de contribution. On a pu voir un petit peu, voilà, donner ses avis. Les parties prenantes ont pu un peu, voilà, donner leur avis par rapport à ça. Et donc, en fait, là, maintenant, on se retrouve plutôt dans la partie débat parlementaire où, en fait, la proposition ayant été adoptée, maintenant, c'est le Parlement européen qui s'empare du projet. Et donc là, maintenant, voilà, c'est le débat politique, le débat parlementaire. Donc, on ne sait pas exactement, voilà, un peu ce qui va en sortir. Mais en tout cas, on a déjà aujourd'hui la proposition. Donc, on voit un peu les grandes tendances qui s'en dégagent. Il y a quand même un point qui est marquant, si je comprends ce que tu me dis, qui est un point aussi un petit peu juridique, c'est-à-dire qu'on passe d'une directive qui demande une application de transcription dans le droit des pays à un règlement, c'est bien ça? Donc applicable de fait dans tous les pays. On va vers ça?
Ouais, c'est ça. En fait, donc effectivement, la directive actuelle, donc c'est une directive, c'est-à-dire qu'elle donne un cadre, elle donne des objectifs et un délai. Et en fait, les États membres, effectivement, ont la liberté dans la forme et les moyens, on va dire, de mettre en œuvre ces objectifs-là. Effectivement, là, on va passer sur un règlement, ce qui veut dire que ça peut être applicable immédiatement avec des objectifs concrets. Alors après, à voir, il y aura quand même certainement des applications réglementaires par secteur, parce qu'on ne peut pas voilà, forcément mettre les mêmes exigences sur tous les produits, mais il se peut en tout cas que dès le début, il y ait déjà des exigences un peu générales qui s'appliquent à tous les États membres directement. Hmm. Écoute, merci pour cet éclaircissement, mais est-ce qu'il y a des points un peu aussi particuliers que tu aurais pu identifier? Et j'ai même une Mm. sous-question hein, qui nous arrive, c'est est-ce que les produits qui seront couverts, c'est que des produits, on va Mhm. dire, de grande consommation, B2C, ou est-ce que ça va aussi couvrir des ensembles, des sous-ensembles dans des chaînes de valeur? Voilà. Donc, je ne Ouais. sais pas si tu as des points ou tu as eu des infos là-dessus. De ce que dit la proposition de réglementation, c'est que tous les produits seront concernés. Alors après, est-ce qu'on parle de sous-ensemble uniquement des produits finis, c'est à voir, mais en fait, dans les produits qui pour l'instant sont écartés, c'est vraiment des exceptions minimes, par exemple sur les produits liés à certains produits d'alimentation ou qui touchent un peu à l'humain, etc. Mais vraiment, de manière générale, l'ambition, c'est que ça s'applique à tout le monde. Alors après, effectivement, la différenciation entre produits et sous-ensemble reste encore un peu floue. J'ai 50 messages parce que ta timeline, elle n'est pas terminée. Tout le monde se dit, mais bon, bordel de Dieu, quand est-ce que ça va être applicable? Tu as eu des infos C'est c'est la- sur une date ouais, de mois de parution c'est et la, d'application? ouais, c'est la grande question. Justement, on a posé les questions aux personnes avec qui on a pu travailler. Donc, le problème, c'est que c'est un débat parlementaire. Hein. Ça peut prendre plusieurs mois ou années. Ça dépend de l'évolution des choses, hein, de comment ça va être débattu, s'il y a vraiment des besoins derrière de règlement d'application spécifique ou pas. Donc voilà, l'ordre de grandeur qu'on nous a donné, c'est quelques mois à quelques années, mais globalement, ça devrait quand même potentiellement arriver assez rapidement. D'accord. Ouais, donc, grosso modo, peut-être un projet en 2023 pour une application en Mhm. 2024 si tout va bien. Enfin, ça, ce serait les Voilà, plans les plus courts. on peut pas vraiment se projeter, mais si on devait donner un ordre de grandeur, ça pourrait être ça, ouais, tout à fait. Ok, merci. Et Du coup, donc, ouais, sur des produits particuliers, tu as des infos ou... ouais, justement, donc il y a d'autres exigences. Hein, quand on creuse un peu, il y a notamment une exigence qui est Ah, vraiment importante, qui a été mise en avant. C'est des exigences en termes de transparence et d'information. Et notamment, ce qui est proposé, c'est le Digital Product Passport. Pour l'illustrer, en gros, ce serait un peu une carte grise environnementale des produits. L'idée, c'est qu'en fait, chaque produit serait un peu tracé. Il y aurait une évaluation de sa performance environnementale qui permettrait aux consommateurs ou aux entreprises de les aider, de les aiguiller dans leur processus d'achat via la performance environnementale du produit, mais aussi un certain nombre d'informations qui vont permettre tout du long de la durée de vie du produit d'accompagner son utilisateur sur sa réparabilité, sa maintenance, sur sa fin de vie aussi, donc avec des informations sur son traitement, son désassemblage, son recyclage. Donc c'est vraiment voilà, un passeport qui l'accompagnerait sur toute sa durée de vie. Et donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement conséquent et important qui pourrait encore une fois concerner l'ensemble des produits mis sur le marché européen. Donc c'est quand même un aspect important à retenir aussi de cette réglementation. Pour l'instant, ça reste encore flou, on ne sait pas exactement comment est-ce que ça va être mis en œuvre, quelles seront précisément les exigences, quelles seront précisément les modalités hein, d'application de ce passeport, mais en tout cas, voilà, il y a une volonté d'aller dans cette direction. Et justement, sur effectivement, la tu disais, il y partie... a... Ouais, Ouais. juste, je voudrais juste rebondir sur la partie, comment dire, produit transparence. Mhm. Est-ce que tu as eu des informations sur un possible pont entre le PEF, le Product Environmental Footprint, et justement je sais pas, le Digital Eco-Design Product Passport, je ne sais plus la terminologie exacte. C'est ça, l'ISO pour des passeports. Non, là, j'ai pas forcément une information précise qui liait les deux entre eux, mais effectivement, il y a une vraie logique. Le PEF travaille aujourd'hui sur un affichage environnemental hein, qui s'appliquerait voilà, aux différents produits, qui permettrait peut-être de proposer une note ou quelque chose. Comme aujourd'hui, on a un Nutri-Score, ben, on aurait une note environnementale. Effectivement, le lien entre les deux au niveau européen pourrait très clairement se faire. Ok. Et donc, du Et, coup, ouais, pardon, excuse-moi, justement, si on peut faire non, mais il n'y a pas de quelques souci. S'il éléments y a sur des des catégories questions, de produits. ouais,
Ok, je vais commencer par ça. Du coup, effectivement, depuis tout à l'heure, j'explique que l'ensemble des produits seront concernés, mais il y a quand même quelques catégories de produits qui sont ciblés en priorité, donc qui verraient peut-être ces exigences arriver en premier. C'est notamment les secteurs des équipements électroniques, du textile, de l'ameublement et de la construction. Et j'insiste rapidement sur le textile parce qu'en fait, en même temps qu'est parue cette proposition de règlement, le 30 mars 2022, la Commission a également sorti une communication sur sa stratégie pour le textile durable et circulaire. Je vous ai mis tous les liens dans les sources, vous pouvez les retrouver. Ce qui montre aussi quand même la volonté de la Commission d'agir assez rapidement aussi sur ce secteur-là et les secteurs que j'ai cités précédemment. Donc on voit quand même qu'il y a une tendance, il y a certains secteurs qui se dégagent pour des applications prioritaires. Ok. Et justement, sur ces catégories de produits, souvent, on a des produits qui sont exempts de réglementation. Je pense au médical, éventuellement à l'armement, enfin, deux, trois cas un peu particuliers. Est-ce que tu as eu des informations là-dessus? Ouais, j'ai pas eu d'informations précises, en tout cas dans ce qui est spécifié dans cette proposition. Les seules catégories de produits, je disais tout à l'heure, qui sont écartées, c'est vraiment certains produits typiquement d'origine humaine, ce genre de choses. Bon, c'est vraiment très précis. Sur l'armement ou autre, on n'a pas eu d'informations, donc a priori, ça pourrait rentrer dans ça. Hmm, ok. Donc on voit l'application. On sait que sur le textile, ça a été beaucoup porté par la Belgique, hein, on l'avait vu, qu'il y a eu différents échanges, notamment sur des points particuliers de durabilité des produits textiles. Et justement, je voulais savoir si toi, tu sais un peu sur quelle base, parce que qui dit performance sur des indicateurs environnementaux, c'est méthode de calcul. Est-ce que tu as eu des éléments ou tu as des informations sur sur quoi on va se baser au niveau européen pour demander pour la réalisation des calculs, hein, tout bêtement? Ouais, tout à fait, j'en parlais tout à l'heure. La Commission, en 2015, a fait cette demande de normalisation auprès du CNCNEC pour identifier justement des indicateurs d'efficacité matière. Donc, on va parler de durabilité, de réparation, etc. Donc ça date de 2015. Ça a été fait dans le cadre de la directive actuelle qui concerne les produits liés à l'énergie. Mais en fait, on y retrouve des indicateurs qu'on va utiliser beaucoup. On retrouve en fait les mêmes indicateurs qui sont employés dans cette nouvelle proposition de règlement. On retrouve les mêmes indicateurs qu'on voit au niveau français dans certains indices qui sont mis en place. Donc on voit qu'en fait ces indicateurs-là, ils constituent vraiment une base solide en fait sur laquelle s'appuient les différentes réglementations et travaux qui sont faits, que ce soit au niveau européen ou français. Donc voilà, c'est les différentes normes du CNCNELEC, les 45 552 à 59 hein, pour les termes un peu techniques, qui présentent voilà, les grandes définitions de ces indicateurs-là et dans certains cas des méthodes ou du moins des cadres méthodologiques pour commencer un peu à dégrossir ces indicateurs-là. On peut rentrer un peu dans le détail, justement, voir de quoi il s'agit. En fait, c'est des indicateurs aussi, en tant qu'entreprise, qu'il est important de comprendre parce que c'est par rapport à cela qu'il va falloir s'adapter pour anticiper les futures réglementations. Donc, pour illustrer un petit peu, justement, dans quel cadre s'inscrivent ces normes-là, un petit schéma. Vous voyez au milieu, en fait, il y a cette vie qu'on appelle vie linéaire du produit en gris. Hein. Donc, c'est en fait le fait de partir de nos matières premières, fabrication, nos produits utilisés, puis arrivant en fin de vie. Et donc, dans cette vie linéaire-là, le produit, il arrive en incinération ou il est enfoui. Ça, c'est la vie linéaire. L'objectif avec ces normes, en fait, on retrouve cet objectif d'économie circulaire, de bouclage des flux, c'est justement d'éviter d'avoir une vie linéaire, d'avoir plutôt une vie circulaire où on va pouvoir réutiliser les composants, les matières, etc. Et donc, du coup, ces différentes normes-là, elles vont encadrer ces différentes boucles. Donc, on va avoir des normes sur la durabilité, la réparation, la réutilisation, qui va donc permettre de prolonger la durée de vie du produit pendant sa phase d'usage notamment. On va avoir des normes qui encadrent toute la partie recyclabilité, valorisation, donc des produits là qui arrivent en fin de vie et qui vont pouvoir comme ça être réutilisés, soit sous forme de composants, soit sous forme de matériaux recyclés. Donc tout ça, c'est encadré par les normes, on va le voir rapidement juste après. Et puis une norme aussi sur la refabrication. Donc là, c'est quand un produit est trop défectueux pour être réparé, il va être réinjecté dans un système. C'est un processus un peu plus lourd que la réparation, mais qui va permettre là encore de récupérer une grosse partie du produit pour en refaire un produit neuf. Et on a aussi deux normes qui sont plutôt des normes support sur une norme sur la communication en termes de matériaux critiques. J'en reviendrai rapidement dessus, puis une norme plus générale sur la communication sur ces différents indicateurs-là. Alors, s'il y a des questions, n'hésite pas. Sinon, je vais passer sur rapidement le détail un peu de ces différentes normes pour vous montrer un peu de quoi il s'agit.
Donc la première norme, hein, on va parler de durabilité, et donc il différencie aussi deux choses dans cette norme-là, la durabilité et la fiabilité. En gros, la fiabilité, c'est la durée de vie de son produit, tant que le produit est dans un état où il répond à sa fonction, et puis à un moment donné, il va atteindre un état critique, un état de rupture, où en fait, il va simplement tomber en panne. Et donc ça, c'est la définition de la fiabilité. On prend en compte la maintenance, mais on ne prend pas en compte la réparabilité. Et c'est là la différence justement avec la définition pardon, de la durabilité, c'est que là, on va prendre en compte la réparation. C'est-à-dire qu'en réparant son produit, on va encore le refaire passer dans un état où il répond à sa fonction, on sort de cet état critique, et donc on va pouvoir prolonger cette durée de vie-là. Donc c'est deux notions différentes qui peuvent aussi être utilisées dans les réglementations, dans les différents indices. Alors cette norme-là, elle propose un cadre méthodologique, on va dire, qui définit les grandes lignes de comment est-ce qu'on doit réaliser un test pour définir la fiabilité et la durabilité de son produit. Voilà en gros ce que définit la norme, mais en tout cas elle pose les bases de définition sur cette notion de durabilité. On a ensuite une norme sur la capacité d'un produit à être refabriqué. Donc ce que je disais tout à l'heure, la refabrication, c'est quand un produit va être trop défectueux, ne pourra plus être réparé ou peut-être être devenu obsolète d'un point de vue esthétique ou pour certains équipements informatiques où on ne peut plus faire les mises à jour, etc. Et donc en fait, la refabrication, c'est un processus un peu plus lourd que la réparation. On va vraiment démonter complètement le produit, on va le renettoyer, changer les pièces qui s'imposent, etc. Et en fait, à la fin, on aura un nouveau produit qui est quasiment à l'état d'un produit neuf, qui récupère toutes ses garanties, voilà, qui est vraiment un produit comme si on achetait un produit neuf. Et donc là, la norme, elle va définir, on va dire, un cadre un peu méthodologique avec, en fait, elle va définir les étapes principales de la refabrication, qui sont l'inspection, le démontage, le nettoyage, etc. Et en face, définir un certain nombre de critères, d'attributs, comme il l'appelle dans la norme, qui vont permettre justement d'évaluer chacune de ces étapes, enfin, d'évaluer son produit sur chacune de ces étapes-là. Ça reste une méthodologie un peu cadre qu'il faut appliquer aux différents produits, etc. Mais voilà, ça fixe quand même quelques notions de base. On a ensuite une norme sur la réparation, notamment des produits. Alors, ils définissent la réutilisation, la réparation et l'amélioration. Donc, on m'attarde un peu sur la réparation, c'est le processus de rétablissement d'un produit défectueux en un état lui permettant de satisfaire à son utilisation prévue. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Là, on n'a pas de méthode directement applicable. En revanche, on a quand même quelques critères d'évaluation qui sont définis avec quelques exemples de notation. Et donc, en fait, on a des critères, par exemple, sur les types de fixation, sur la complexité des outils à utiliser. Est-ce que c'est des outils très simples ou est-ce que c'est des outils spécifiques, techniques? Est-ce que il y a une prise en compte du transfert des données, par exemple, sur les appareils informatiques? Est-ce que ça nécessite beaucoup de compétences à être réparé? Donc voilà, ça définit une certaine liste de critères comme ça que doit respecter le produit pour avoir plus ou moins une bonne note, on va dire, en termes de réparation. Donc là, encore une fois, ça demandera une application par secteur, etc. On va voir tout à l'heure qu'on en a déjà en France une application concrète de cet indicateur de réparation. On a ensuite la méthode générale pour la réutilisation de composants. Donc, on a des produits qui sont arrivés en fin de vie où on va réutiliser les composants. Comment est-ce qu'on prend en considération justement ces composants réutilisés dans notre nouveau produit? Donc là, voilà, il donne encore une fois les grandes définitions. Et puis là, de manière assez simple, il propose des formules, des calculs qui vont en fait sur un bilan massif ou sur un ratio en termes de composants réutilisés et non réutilisés, proposer un pourcentage en fait de composants réutilisés dans le produit. Voilà, c'est une norme assez légère pour le coup sur cet aspect-là. Et de la même manière, on a aussi une norme sur la réutilisation de matières recyclées, c'est-à-dire pas de composants réutilisés, mais de matières recyclées. Il y a un point qui est important, il définit clairement qu'est-ce qu'un matériau pré-consommateur et post-consommateur. Pour faire un point rapidement là-dessus, l'idée c'est qu'un matériau pré-consommateur, c'est par exemple des pertes matières pendant la production, ça va être voilà, ce genre de déchets qui sont faits en amont de la phase d'utilisation. Et puis les matériaux post-consommateurs, là par contre c'est un matériau qui arrive en fin de vie, qui a été utilisé, qui a été trié par exemple, récupéré, et là qui va être recyclé. Alors la norme ne définit pas exactement comment est-ce qu'on doit prendre en compte ces deux notions-là. Par contre, il y a derrière certaines applications, des labels, des réglementations et autres, qui font justement la différence en s'appuyant sur ces définitions-là et qui vont en fait, par exemple, définir des taux de recyclabilité en précisant qu'on ne prend en compte que les matériaux post-consommateurs, par exemple. C'est-à-dire que les pertes liées à la production ne sont pas prises en compte, ne sont pas comptabilisées comme des matériaux recyclés, c'est simplement des pertes évitées. Donc voilà, c'est quand même deux notions qui est important de bien comprendre parce qu'on peut les retrouver derrière dans certaines applications. Et puis là aussi, on a du coup derrière des méthodes de calcul, de ratio qui vont permettre d'obtenir le pourcentage de matière recyclée dans le produit. Donc ça, c'est encore une fois des notions
qui sont réutilisés aujourd'hui dans pas mal d'applications. J'en parlais tout à l'heure, il y a 2 normes un peu cadres sur la communication en termes de matières premières critiques et de communication générale sur ces informations-là. Je rentre pas dans le détail, mais juste peut-être un petit mot sur les matières premières critiques, si jamais c'est pas forcément au clair pour tout le monde. En fait, c'est une liste de matières qu'a définie l'Union européenne. On en est à 30 matières à peu près aujourd'hui, où on va retrouver le cobalt, le lithium, ce genre de choses. Et l'idée, c'est que dans ces matières-là, en fait, c'est des matières pour lesquelles il y a un intérêt économique fort au niveau européen. Donc, on en a besoin. Par contre, il y a un risque d'approvisionnement, que ce soit un risque parce qu'il n'y a plus de matière ou un risque parce que, d'un point de vue géopolitique, on peut avoir des soucis d'approvisionnement. Voilà, donc il y a ça aussi qui est pris en compte et ça peut aussi être des notions qu'on retrouve dans certains indicateurs. Et puis, on a un dernier indicateur sur la recyclabilité. Donc, on parle de valorisation et de recyclage. Donc, la différence entre les deux est bien précisée. Donc, le recyclage, c'est de la réutilisation matière. On ne va pas prendre en compte la valorisation énergétique. Et donc, la norme propose aussi une méthodologie par rapport à ça. La première étape, c'est déjà de définir son scénario de fin de vie, c'est-à-dire par catégorie de produits, par secteur, quelles sont les différentes étapes que mon produit va suivre en fin de vie. Et donc, à chacune de ces étapes-là, on va y associer un facteur de recyclabilité, un taux de recyclage, qui va évidemment être influencé par notre produit, c'est-à-dire à savoir est-ce qu'on a mélangé des matières qui sont compatibles ou pas, quels sont les types d'assemblages utilisés. Donc voilà, ça donne un cadre, mais il y a encore un certain nombre de facteurs derrière à déterminer pour concrètement obtenir ce taux de recyclage. Donc là, tu as peut-être soit Samuel, plus d'infos, un exemple d'application concrète. C'est juste qu'on l'avait traité dans un autre webinaire, dans un autre cadre réglementaire. Donc ça vous vient avec écosystème. Je vous enverrai le lien vers ce webinaire-là qu'on avait fait sur l'indice de recyclabilité. Et donc, il y avait eu tout un travail qui a été fait par l'écosystème pour mettre en lien cette norme par rapport aux données qu'ils ont, parce que la norme a défini une formule avec des constantes qu'il faut spécifier sur la filière, etc., de recyclage, les taux et autres. Et donc, avec leurs données qui leur sont propres, ils ont fait un test pour arriver à ce calcul-là. Et dans l'outil recyclable, pour ceux qui sont adhérents de l'écosystème, ça permet de réaliser ce calcul-là selon ce cadre-là. Et donc, on s'était posé la question justement de l'adéquation dans le cadre de la loi plutôt AGEC. Voilà. Mais justement, on fera peut-être juste, je ne sais pas si tu as prévu des choses, mais ce serait bien qu'on voit comment ça se coordonne, parce qu'il y a pas mal de choses qui se font au niveau français. Mais avant ça, j'avais une ou deux questions qui sont liées à ces normes-là. Mais tu me corriges. Hein, donc, ces normes, elles ont été commandées par l'Union européenne au CEN-CENELEC. Donc, le CEN, c'est la normisation européenne. Le CENELEC, c'est lié aux produits électrotechniques pour définir un cadre de référence d'indicateurs. Ils sont normalement sur des produits plutôt électrotechniques, mais nous, la lecture on en a, mais tu vas me corriger parce que c'est toi qui les as plutôt paluchés, elle pourrait être adaptée, contextualisée à n'importe quel type de produit, a priori. C'est ça, exactement. Ouais. Elles peuvent pas, alors techniquement, elles peuvent pas être appliquées telles quelles justement à cette nouvelle réglementation, par exemple, qui s'applique à l'ensemble des produits. Par contre, c'est ce que je disais, on voit très clairement que les indicateurs qui sont utilisés là et les premières cadres méthodologiques qui y sont définis, alors, on y retrouve énormément de similitudes avec voilà, ce qu'on voit dans justement ce nouveau règlement, ce qu'on voit dans les applications au niveau français. Donc on voit que ça constitue en fait une base solide sur lesquelles les règlements et autres s'appliquent depuis qu'elles ont été créées. D'accord. Ouais. Et donc, nous, ce qu'on a compris des discussions que tu as eues avec l'Europe et avec les gens, les différentes personnes en lien avec le projet européen, c'est qu'a priori, ce serait au moins un bon outil d'expérimentation ou pour l'application. Mais il y aura un énorme travail de spécification par catégorie de produits. Parce que ça pose la question, je fais comment dans le textile il va falloir le définir pour le textile, il va falloir le définir pour un tas de choses. Donc, on ouvre un règlement, si je comprends bien le cadre, qui va nécessiter des groupes de travail d'application pour définir spécifiquement comment on l'applique par catégorie de produits, c'est ça? Oui, c'est ça. Complètement. Les normes, en fait, définissent les principales définitions, elles donnent un peu les grands enjeux de ces indicateurs-là. Mais effectivement, là, il y a un travail à faire. Et derrière les applications, hein, que ce soit des indices ou autres, les seuils à respecter, etc., en termes de matière recyclée, etc., ça va forcément varier d'un produit à l'autre. Donc, à voir comment ça évolue, mais il est fort possible qu'il y ait besoin
d'applications spécifiques derrière. Ouais, tout à fait. D'accord. Pour ceux qui, comme moi, se disent, bon, c'est quoi ce bordel entre la loi AGEC qui avance un certain nombre d'indices, d'indicateurs qui ressemblent à ça, Mm. tu as une idée de comment ça va se passer, ça va se coordonner, tout ça? Ouais, oui, tout à fait. Effectivement, on voit ce que je disais, un gros lien entre ce qui se passe au niveau européen et ce qui se passe au niveau français. Donc, tu parles de la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. C'est un peu ce qui fait référence sur les grandes exigences, on va dire, d'éco-conception en France aujourd'hui, donc promulguée en février 2020. Cette loi-là, elle s'axe autour de 5 points principaux. C'est sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, agir contre l'obsolescence programmée et mieux produire, ce qui notamment sous-entend des plans quinquennaux d'éco-conception pour les éco-organismes. On pourrait revenir s'il y a des questions. Donc on voit bien que déjà dans les tendances, hein, ces 5 grands axes-là, il parle effectivement d'efficacité matière, de bouclage des flux, hein, d'économie circulaire, hein, c'est le but de cette loi-là. Et aussi on retrouve cette notion de transparence, d'information du consommateur. Donc déjà dans les tendances, on voit qu'on est sur les mêmes logiques au niveau européen. Et en termes d'application concrète, effectivement, en France, on a déjà l'indice de réparabilité, donc il s'inspire fortement, on va le voir juste après, justement de ces normes-là. On parle aussi d'indice de durabilité qui viendrait remplacer l'indice de réparabilité d'ici 2024. Et puis on en a parlé juste avant, cet indice de recyclabilité qui est en cours un peu de mise en place. Donc on voit concrètement qu'au niveau français, on a les mêmes ambitions et surtout une application parfois plus rapide, plus concrète sur certains indicateurs en tout cas. Donc pour préciser un peu, rentrer dans ce détail-là, on va prendre l'exemple de l'indice de réparabilité, donc qui est introduit par la loi AGEC, qui est du coup déployée depuis le 1er janvier 2021, qui vise du coup une meilleure information du consommateur. On retrouve un peu cette logique-là. Pour l'instant, ça s'applique à 5 catégories de produits: le lave-linge à hublot, smartphone, ordinateur portable, téléviseur et tondeuse à gazon électrique. Et en fait, en gros, c'est une note de 1 à 10 qui va indiquer au consommateur si son produit est plus ou moins réparable. Donc pour ça, ils ont défini un certain nombre de critères liés à l'accessibilité, à la documentation, liés à la démontabilité, à la facilité d'accès des différentes pièces, des différents composants, aux outils utilisés, aux fixations. Et donc là, on retrouve, hein, ce que je disais, finalement, les mêmes critères qu'on avait tout à l'heure dans la norme sur la recyclabilité, hein. Cette notion de démontabilité, de quels outils, quel type de fixation, on retrouve effectivement voilà, ces mêmes notions que ce qu'on avait dans les normes européennes. Donc on voit un peu l'influence aussi qu'il peut y en avoir. Donc voilà un peu comment fonctionne cet indice-là. Il y a aussi des exigences sur la disponibilité des pièces détachées, le prix des pièces. Et puis en général, il y a toujours un critère spécifique là qui est à définir par catégorie de produits. Donc là, je le disais, pour l'instant, c'est 5 catégories de produits, mais ça vise effectivement à s'étendre à d'autres éléments, à d'autres produits, et puis à se transformer petit à petit en indice de durabilité avec de nouvelles exigences qui seront apportées. Donc là, d'ici 2024, à voir un peu comment tout ça évolue. Alors, il y a d'autres liens avec ce qui se passe en France. Par exemple, on a la loi Rennes donc de 2021, qui est en gros la loi environnementale sur la partie plutôt numérique. On voit qu'elle travaille par exemple à la lutte contre l'obsolescence programmée. Donc on retrouve toujours cette logique de durabilité, d'augmenter la durée de vie, de travailler un peu sur ce bouclage des flux, faire en sorte qu'on limite les consommations matières. Donc on retrouve cette tendance d'efficacité matière. On a également la RE2020, donc qui est la réglementation environnementale pour la filière de la construction, donc parue en 2020, qui remplace la réglementation thermique de 2012. Donc la réglementation thermique, en fait, elle était très orientée forcément sur tout ce qui est isolation, consommation énergétique. Donc on retrouve originellement cette notion d'efficacité énergétique. Et finalement, maintenant, avec cette RE 2020, on sent qu'on a une approche maintenant cycle de vie. On va reparler beaucoup plus des différents impacts tout au long du cycle de vie, et notamment des matières. Donc on retrouve aussi cette logique de bouclage des flux, de réintégration de matériaux recyclés, de seconde vie, etc. Donc là encore, sur le secteur bâtiment, on voit cette tendance d'aller vers l'efficacité matière au niveau français. Et on parlait tout à l'heure de transparence via l'indice de réparabilité. On a aussi, du coup, dans la loi climat et résilience de 2021, une volonté de travailler un affichage environnemental qui commence à se mettre en place petit à petit en 2022-2023 sur certaines catégories de produits en France, notamment sur les publicités de voitures et d'électroménagers. Donc là aussi, on voit cette tendance d'aller vers la transparence et l'accompagnement du consommateur, comme on le voyait justement avec cette nouvelle proposition de règlement au niveau européen. Donc on voit vraiment des grosses tendances, des grosses similitudes. Ok. Alors, je suis désolé, je vais être un peu vulgaire, mais en montagne, on a toujours une terminologie. On dit à partir comme un lion, on finit comme un con. Est-ce que toi, tu penses que le fait que la France soit partie un peu en avance, finalement, c'est ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Enfin, j'aimerais avoir ton sentiment là-dessus.
Ouais. Bah, en fait, ce qu'on voit, c'est que effectivement, c'est un peu en avance. Il y a des indicateurs, des indices, etc., qui paraissent en France, qui seront peut-être pas réutilisés exactement de la même manière au niveau européen. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les tendances, elles sont les mêmes, que les gros indicateurs, les grosses notions de recyclabilité, de durabilité, de réparation sont les mêmes. Donc, en fait, faire ce premier travail en amont en France, c'est pas une perte de temps parce que de toute façon, ça va arriver au niveau européen d'ici quelques mois, années, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord. Et en conclusion, toi, qu'est-ce que t'en dirais un petit peu de tout ça? Enfin, comment tu l'appréhendes toi, en tant qu'expert qui accompagne les entreprises, justement dans l'éco-conception, la mise en table de process et autres? Ouais, bah, justement, donc ce que je disais, c'est que déjà, on voit cette tendance générale, que ce soit au niveau français ou au niveau européen, d'aller vers cette notion de transparence, d'efficacité de matière. On voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui s'inscrivent dans cette logique d'économie circulaire. Donc ça, je pense que c'est vraiment une tendance qui se confirme. On a vu les indicateurs principaux sur lesquels il faut travailler, c'est la recyclabilité, la durabilité, la réparabilité. Bon, j'en fais pas toute la liste, vous avez vu un peu les grandes notions. Donc c'est vraiment vers ces éléments-là qu'on tend et sur lesquels, en tant qu'entreprise, il faut travailler pour anticiper ces choses-là. Et puis finalement, le point vraiment essentiel, c'est que jusqu'alors, on avait des réglementations qui voilà, s'appliquaient à certaines catégories de produits, etc. Avec ce nouveau règlement européen qui est encore en cours de proposition, mais qui devrait, on l'a dit, arriver dans les mois à venir, l'ensemble des produits mis sur le marché européen seront concernés. Donc la conclusion générale, c'est quand même de manière générale, il faut que tout le monde commence à anticiper ces indicateurs-là, ces futures réglementations. Et effectivement, notamment via les exigences d'éco-conception, d'efficacité matière qu'on a pu voir sur la durabilité, etc. Juste, j'ai un point important qui est relevé dans les questions. Je ne Mhm. sais pas si tu as la réponse, hein. Donc, c'est de dire aujourd'hui, on va avoir il y a une espèce de transparence et de calcul de la performance, et Ouais. ce qui est plus lié uniquement à l'usage, mais aussi sur l'efficacité matière. Je simplifie Mm. ce que j'ai compris d'aujourd'hui. Mais est-ce que Ouais. ces indicateurs, il va y avoir une logique de seuil pour définir un minimum pour accéder au marché européen? Ou est-ce que c'est juste uniquement d'informer le consommateur sur la performance? On a des éléments Là, pour là-dessus? l'instant, on n'a pas forcément d'éléments, non. Il peut y avoir des applications différentes. Au niveau français, les indices de réparabilité, par exemple, c'est plutôt incitatif, puisque si on a une mauvaise note, forcément, ça peut inciter les consommateurs à ne pas aller vers ce type de produit, donc forcer les entreprises à améliorer leur réparabilité. Il peut aussi y avoir des fois voilà, des obligations plus précises. Là, pour l'instant, on n'a pas encore forcément le recul pour voir exactement ce qu'il en est. Le petit côté police, comment ça va être vérifié? Ils ont déjà commencé à y réfléchir? Parce que ça va être déclaratif, si je comprends bien. On va déclarer selon un modèle. Euh, Euh, Ouais, on n'a pas, pareil, on n'a pas forcément exactement les réponses pour l'instant. Je sais par exemple au niveau français, sur l'indice de réparabilité, pour l'instant, c'est de l'autodéclaration qui ensuite voilà, va être validée par certains organismes, mais voilà, il n'y a pas forcément une vérification au moment de publier son indice. Et d'un point de vue technique, toi, tu vois comment faut s'outiller pour préparer tout ça en termes d'entreprise? Est-ce que tu as des pistes? Enfin, comment on peut se Ouais. préparer, s'outiller? De quoi on a besoin? Est-ce que tu as déjà tu vois un peu comment ça pourrait se Ouais, passer? déjà, sur tous ces indicateurs d'efficacité matière, il y a beaucoup de travail qui sont faits au niveau des éco-organismes. Donc, pour situer un peu les éco-organismes, c'est des organismes certifiés par l'État qui gèrent la fin de vie de certaines catégories de produits. En fait, c'est les entreprises qui financent voilà, ces organisations-là pour gérer la fin de vie. Et donc, ces éco-organismes, ils proposent aussi un certain nombre d'outils. Tu parlais tout à l'heure de l'outil pour calculer la recyclabilité. Ils proposent des guides, ils proposent un certain nombre de critères qui permettent justement d'inciter les entreprises à aller travailler sur ces différents indicateurs-là. Donc ça donne beaucoup d'informations aussi sur qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ces différents aspects. Et donc après, on peut aussi aller regarder, si on veut travailler sur la réparabilité, regarder ce qui se fait, les différents critères de l'indice de réparabilité, même si on n'est pas directement concerné par l'application, les exigences quand même, les grilles d'évaluation en fait sont disponibles, donc on peut déjà aller voir quels critères sont respectés. Donc ça peut être un outil d'éco-conception très intéressant pour travailler là-dessus. Ouais. Et est-ce que dans les documents qui ont été partagés ou dans les échanges que tu as pu avoir, il y a eu des discussions autour de la mise à jour de l'écolabel européen, qui est déjà lié avec des cahiers des charges par catégorie de produits? C'est des choses qui ont Mm. déjà été évoquées?
Je ne l'ai pas forcément vu passer. Après, dans les exigences de l'écolabel, on a parfois aussi déjà des exigences des CST matières. Alors, à voir comment ça se renforcera, comment ça s'articulera, mais pas forcément d'informations supplémentaires là-dessus. Hmm. Et est-ce que- c'est un peu tôt, mais je te pose quand même la question. Avec nous, dans le cadre des filières REP qu'on a aujourd'hui, Mhm. et donc l'application de la loi AGEC à ces filières REP, avec la mise en place d'indices sur des catégories de produits de plus en plus larges, hein, jeux, jouets, articles de sport, Ouais. etc. Est-ce que tu sens que comment ça va se passer? À ton avis, ils vont récupérer, ils vont s'adapter? Enfin, tu as eu des infos de la part des filières REP ou pas? Bah, on voit, hein, c'est ce qu'on disait, ouais, qui se prépare un peu à ces différentes exigences-là, notamment là sur la recyclabilité, sur la réparabilité. Après, je connais pas toutes les filières, je sais pas exactement comment chacun se prépare, mais oui, il y a du travail qui se fait de ce côté-là. Hmm. Bon, donc juste pour conclure un petit peu sur ce point-là, moi, ce que je comprends, c'est qu'on n'est pas parti comme des cons, comme des lions, en tout cas, comme je disais tout à l'heure, et que Ouais. finalement, ces indices qui sont mis au niveau français, ils sont quand même pas si éloignés que ça, même s'ils sont un peu différents. Je pense notamment sur l'indice de réparabilité. Il me semble qu'il y a une notion de coût dans l'indice français qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans la proposition de norme, dans la norme, en fait. Mais ça permet de se structurer, parce que le point dur qu'on va discuter puis avancer avec différentes entreprises, Thomas, tu me confirmes, c'est Ouais. la manière de s'organiser pour récupérer l'information. Et juste Mm. un exemple, quand on a regardé l'indice de recyclabilité avec écosystème, il faut plus d'informations que pour une analyse du cycle de vie parce qu'il faut récupérer les connexions interproduits, intermatériaux, etc. Donc le recueil de données d'inventaire est un peu plus complet. Et voilà, et je pense que là, on va vous discutez avec à la fois les éco-organismes et à la fois les grandes entreprises, la grande distribution, il faut qu'il y ait un système de simplification pour pouvoir le faire, parce que quand on a 10 000 références, ça devient un peu compliqué à traiter de manière spécifique. Alors, juste pour info, sur la diapo d'après, on me demande pour ceux qui veulent avoir la synthèse, elle est réservée aux adhérents. Donc, ceux qui sont adhérents et qui n'arrivent pas à la récupérer, bah, vous envoyez un mail à Marion Gallet, je vais vous le mettre dans le chat, elle vous l'enverra en direct. Après, il ne faut pas hésiter à adhérer au pôle. Nous, on a échangé sur ces éléments-là, et vous avez bien compris, c'est à date, puisque Mm. le règlement, des tas de questions, les compos, on n'a pas su vous répondre. Je les récupérer dans le chat, je n'ai pas l'information, on n'a pas les éléments. Peut-être que selon l'avancement, l'année prochaine, on fera une mise à jour de cette note et on refera un webinaire afin de vous informer des évolutions, s'il y a des évolutions notables par rapport à ce qui est dans le pipe des réglementations. J'avais juste une question, c'est sur le nom, parce qu'on me dit, oui, je l'ai vérifié effectivement sur le net, on entend parler de règlement Eco-Design for Sustainable Products. Est-ce que c'est Mm. bien la même chose, hein, c'est ça? C'est ça, ouais. Sustainable Product, produit durable, du coup en français, ouais, c'est ça, c'est cette réglementation, tout à fait. De Hmm. toute façon, je Ok. vous ai mis les liens dans les sources, vous aurez accès à tout. Je ne vais pas montrer, mais voilà, vous aurez toutes les informations aussi dans les documents qu'on vous enverra. Vous pourrez retrouver les liens vers les différentes réglementations, il n'y a pas de souci. Ok. Attendez, je vérifie toutes les questions. Alors, s'il y en a qui veulent prendre. En plus, j'ai vu qu'il y avait Sébastien Zink, et on corrigera, il y a une petite faute d'orthographe sur son nom avant de diffuser le diaporama, Thomas. Il manque un petit C. Seb, tu voudrais ajouter quelque chose? Attends, si tu peux lever la main, si je te vois, je vais essayer de te filer la parole. Attends, je ne trouve même pas, Sébastien. À moins que tu sois déjà sauvé pour aller prendre l'apéro. Hein. Attends, je te cherche. Non, moi, je te vois pas. Lève la main si tu voulais ajouter quelque chose. J'ai vu que on a un petit peu échangé dans le chat. Ah, C'est bon, je vais ouvrir le micro. C'est bon? ouais, apparemment ça marche. Super, on t'entend bien. Par contre, je ne suis pas sûr qu'on puisse te filer la caméra. Donc, Ouais, voilà. comme tu Non, je veux, crois pas. peu importe. Non, moi j'avais pas spécialement de commentaires, hein, c'était super intéressant.
Non, moi je me demandais juste, j'avais vu je crois un webinar du secteur de l'ameublement il y a quelques mois, des entreprises qui mentionnaient surtout l'application de la réglementation, en particulier dans ce secteur-là où il y a beaucoup de PME. Et donc voilà, l'expertise peut être assez complexe, même si voilà, les critères sont parfois assez clairs, mais la façon de les intégrer dans un process développement et après dans la production ou en gestion de supply chain, pas toujours évident. Et je sais que bon, il y a des outils d'éco-conception qui existent depuis voilà, moult temps, il y en a beaucoup. C'est beaucoup de la quantification ACV. Je vois moins Ouais. d'outils sur la gestion des critères. Est-ce qu'il y a des choses pour vous qui seraient vraiment à développer là-dedans? Nous, la réflexion qu'on a, c'est notamment sur ces outils hybrides qu'on a vu apparaître, qui sont des outils d'évaluation quantitative, mais qui permettent d'avoir des indicateurs, un peu de solutions de mise en œuvre. À mon avis, il faut qu'ils nous pondent aussi les indices qui sont obligatoires sur la base des données qu'on met. Donc ça, c'est la première chose. Alors qu'ils nous le pondent, à mon avis, sur la base du calcul réel, une fois qu'on aura l'ensemble des constantes spécifiques à la catégorie de produit. Donc, il faudra que c'est ça. Et puis, il me semble nécessaire pour ceux qui n'auront pas l'ensemble des données, qui est une modalité simplifiée pour faire un calcul en disant j'ai pas l'information, comment je fais? Tu connais ça, Sébastien, quand on fait une ACV, souvent on n'a pas toutes les données d'inventaire. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on établisse déjà les règles pour ces indices-là quand on n'est pas en mesure de récupérer l'information. Okay. Et ça c'est un gros boulot. Hein. Tu as vu, je ne sais pas si tu as pu tester l'outil déjà de recyclable. Je pense à lui, parce que pour moi, c'est celui qui est le plus avancé sur l'indice de recyclabilité, en tout cas. Ça demande un paquet d'infos, quoi. Vraiment un paquet d'infos. Tout ça pour dire facilement recyclable. Je n'ai plus la terminologie exacte de la loi AGEC, hein, ce n'est pas un pourcentage qui est mis en place. En tout cas, je te remercie hein, pour avoir pu participer. Peut-être, Sébastien, tant que tu es là, est-ce que tu peux peut-être présenter ta structure du LIST, parce que c'est quand même un centre de compétences qui est important, et puis tu portes pas mal de projets au niveau européen. Oui, donc on est un centre de recherche qu'on appelle RTO, Research Technology Organization. Donc on est dans la R&D appliquée, un peu comme CEATech ou Fraunhofer. Donc voilà, R&D plus appliqué marché. On est environ 650 personnes dans l'institut avec 3 axes matériaux, IT et environnement. Et nous on est une équipe en fait d'ingénieurs et de chercheurs sur tout ce qui est Life Cycle Sustainability Assessment. Donc on a vraiment les 3 axes, en particulier LCA, la partie environnementale, mais aussi le social et l'économique. Et voilà, on travaille avec différents acteurs, surtout industriels, que ce soit sur un périmètre matériaux produits ou à un niveau territorial, pour voilà, amener les indicateurs, les outils en support décisionnel. Donc moi, personnellement, je suis plutôt sur les approches d'économie circulaire. J'essaie de développer des projets autour de ça. Donc, on a monté certains projets européens ensemble. Et voilà, donc c'est surtout, moi je continue dans la lignée de Steelcase Eco-Design, mais aussi voilà, de plus en plus extension de la durée des produits, durée de vie des produits, recyclage, ce genre de sujet. Et il y a un gros sujet en ce moment sur la circularité aussi, donc je l'ai mentionné, c'est qu'il y a cette norme sur la circularité qui se développe. Et bon, c'est un sujet qui n'est pas évident parce qu'arriver à résumer une complexité en un indicateur de circularité, donc d'alignement, on va dire, avec une économie plus circulaire, bon, c'est tout un programme. Et je me demandais aussi un peu comment ces travaux-là pourraient éventuellement un jour être appliqués à la réglementation éco-design. Bon, pour l'instant, je pense qu'on en est assez loin, mais Ouais, je pense que ça va se faire dans l'ordre. Hein. Ils vont d'abord faire la réglementation, la norme arrivant un petit peu après, sans doute. ouais. Parce que toi, de mémoire, tu pilotes ou tu présides un des groupes de travail dans la norme ISO? Ou tu es rapporteur, je ne sais plus. Secrétaire d'un groupe ad hoc, donc avant que ça devienne un groupe de travail. Et j'étais en charge du comité miroir Luxembourg pour ce TC de l'ISO. Et puis maintenant, en fait, depuis pas longtemps, mais effectivement, j'étais pas mal impliqué. J'étais un peu plus impliqué avant, ouais. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ton implication, d'avoir pris un peu de temps pour participer à cette note.
comme je vous Merci à dis, vous pour la note, hein, c'est très intéressant. Ouais. et puis je suis vraiment désolé pour la faute d'orthographe, on a réglé le diaporama hier, je l'ai pas vu. Ah, c'est soit C, soit K, soit CK, il y en a qui, voilà, ça dépend des gens. Voilà. Et écoutez, je pense qu'on a pas mal traité des questions. Il y a peut-être certaines auxquelles on n'a pas pu répondre, mais sont un peu spécifiques. Donc, on verra avec Thomas pour vous faire une réponse. Nous, ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous envoyer le diaporama. On va mettre en ligne la vidéo, le replay. On vous enverra les éléments pour adhérer, pour ceux qui souhaiteraient adhérer et supporter le pôle dans son déploiement de l'éco-conception, la rédaction de notes et puis à pouvoir accéder à la veille. Il faut que je pense aussi à vous mettre le lien vers le webinaire écosystème qui traite de l'indice de recyclabilité. Puisqu'il est en ligne, il est disponible. Et est-ce que je vous dois autre chose? Si vous oubliez si autre chose, vous n'hésitez pas à me le mettre. Je crois que c'est tout ce qu'on vous doit. Donc, vous inquiétez pas, laissez-nous le temps. On vous envoie tout ça la semaine prochaine. Ne m'envoyez pas des mails pendant le week-end. Je monte le truc et je demande à quelqu'un de la mettre en ligne. Voilà, je sais que des fois, vous êtes un petit peu pressé là-dessus. En tout cas, merci d'avoir été aussi nombreux à ce webinaire. Ça veut dire vraiment que c'est quelque chose qui interroge. Donc, nous, on va continuer à avancer et voir si on peut, comment dire, avoir plus d'informations. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur les catégories de produits couverts, la manière dont ça va être traité. Bon, vous l'avez vu, on ne sait pas répondre aujourd'hui. L'idée, c'est de vous faire un point à date de ce qu'on avait ou ce qu'on n'avait pas, et on n'a pas tous les éléments parce qu'on n'est pas non plus à la Commission européenne en direct. Donc, on va avoir une période 2023 où ça va discuter entre les pays. J'espère que le pôle, s'il y a un groupe miroir français, qu'on pourra y être présent, ce serait parfait, comme ça on pourra vous informer au fur et à mesure des évolutions ou des questions posées, parce que c'est aussi un lieu de lobby. En tout cas, merci à toutes et tous, et puis je vous souhaite un bon week-end, parce qu'a priori, sauf pour Sébastien, il va être un peu plus long que d'habitude. Merci à tous et merci à Thomas. Et alors, félicitations d'avoir résumé les normes en 10 minutes. C'était rapide. Allez, je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous. Au revoir. Merci, bon week-end.